assez insidieux en fait. C'est ça que j'ai voulu montrer justement dans Résister, c'était de répertorier un petit peu ce qui s'était passé ces dernières années. Ça se perçoit par deux grands aspects dans l'espace médiatique, par l'aspect des thématiques, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus de thématiques qui sont historiquement celles de l'extrême droite, et qui ne sont pas les thématiques prioritaires des Français dans la plupart des sondages et dans les travaux de sociologie. Donc, par exemple, l'immigration passe largement derrière le pouvoir d'achat, et pourtant on entend dans certains médias beaucoup plus parler d'immigration que de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est des victoires idéologiques de l'extrême droite, c'est d'avoir réussi à imposer des thématiques et aussi une manière de traiter ces thématiques, un certain angle, et j'essaie de le montrer aussi dans le livre. On va considérer immédiatement, comme s'il n'y avait même pas de débat là-dessus, que l'immigration est forcément un problème. Ça, c'est reprendre un point de vue, une vision du monde qui est celle de l'extrême droite. Ensuite, il y a toute cette progression sémantique du vocabulaire de l'extrême droite que j'ai voulu détailler là aussi, avec l'irruption dans le débat médiatique, dans le débat politique aussi, d'un vocabulaire qui est propre à l'extrême droite, qu'on n'employait pas du tout de cette manière avant. Et alors là, c'est les termes islamo-gauchistes, wokistes, la bien-pensance, toute cette... oui, tout le droit de l'homisme, par exemple, qui sont des termes qui ont été accaparés par l'extrême droite et qui, aujourd'hui, infusent pas seulement dans les médias marqués à la droite ou à l'extrême droite, mais aussi dans les médias plus traditionnels, plus centristes, le service public, qui reprennent, sans repréciser le contexte de ce vocabulaire, reprennent ce vocabulaire. Et évidemment, certains concepts aussi de l'extrême droite. Donc là, on est vraiment, c'est même plus une vision du monde, c'est vraiment des théories complotistes. Je pense bien sûr au concept de grand remplacement, qui est une théorie complotiste d'extrême droite, reconnue comme telle par les spécialistes de l'immigration, et qui pourtant aujourd'hui fait l'objet de questions politiques à d'autres responsables qui ne sont pas forcément des responsables d'extrême droite, comme si c'était une opinion parmi d'autres. Et tout ça, ça constitue une vraie victoire idéologique pour l'extrême droite ces dernières années. Et donc dans le livre, j'appelle à tout simplement reconnaître ce qui relève de la progression idéologique et sémantique de l'extrême droite. Alors, pas dans tous les endroits, heureusement, on n'est pas encore au niveau des États-Unis, mais oui, il y a des éléments de trumpisation du débat public, du débat médiatique qui m'interpellent beaucoup. Et ce livre a été écrit avant cette séquence entre Éric Ciotti et Patrick Cohen, qui est en fait à l'image de ce que j'essaie enfin ce sur quoi j'essaie d'alerter en fait dans le livre, qui est que les opinions, voire les mensonges, deviennent des vérités au même rang que les autres en fait. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est qu'à la fin on ne sait plus ce qui relève des opinions, des faits, du mensonge. Et cette séquence entre Éric Ciotti et Patrick Cohen, eh bien, elle est vraiment très emblématique, puisque Patrick Cohen est face à Éric Ciotti qui donc assène une contre-vérité en direct à la télévision, et Patrick Cohen lui donne les faits encore et encore, l'article de règlement, vraiment en disant bah non, en fait c'est juste écrit noir sur blanc, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et Éric Ciotti lui répond c'est votre opinion, nous ne serons pas d'accord. Et Patrick Cohen s'agace en disant mais il n'y a pas à être d'accord ou pas, c'est juste les faits. Et ça c'est vraiment une séquence qui est emblématique, mais c'est c'est une stratégie théorisée par une partie de l'extrême droite qui est de raconter tout et son contraire, d'asséner des contre-vérités. C'est particulièrement frappant par exemple sur les questions climatiques. Alors, l'extrême droite n'a pas le monopole du déni ou du climato-rassurisme, ou en tout cas des imprécisions sur les questions climatiques, mais on a à plusieurs reprises des responsables, notamment du Rassemblement national, qui ont remis en cause la légitimité du GIEC, qui est donc le groupe intergouvernemental des experts pour le climat, qui aujourd'hui représente le consensus scientifique mondial. Et ça fait partie de cette stratégie de semer le doute en fait. Surtout, et la victoire, c'est pas que tout le monde va croire leurs mensonges, c'est que beaucoup de gens ne vont tout simplement plus savoir quoi croire. Alors les victoires culturelles de l'extrême droite, c'est compliqué à mesurer, mais clairement il y en a eu beaucoup ces dernières années, il y en a eu de plus en plus. De là à dire qu'elle a complètement gagné la bataille, je ne pense pas, puisqu'on a quand même encore un gouvernement qui n'est pas d'extrême droite, on a encore aussi beaucoup de contre-pouvoirs, on a encore des membres de la société civile, du monde artistique, du monde sportif, du monde des médias, qui prennent position assez clairement. C'est encore possible, je pense en revanche qu'on est en train de reculer de plus en plus. Ça a été aussi montré, c'est cette bataille qui se joue dans les médias, mais aussi sur Internet, par deux journalistes, Pierre Plotu et Maxime Massé, dans leur livre Pop Fascisme, qui montrent comment y a ce que l'historien Patrick Boucheron appelle l'avènement d'un fascisme cool, et comment les idées d'extrême droite progressent
dans beaucoup d'autres domaines en fait de la vie quotidienne et de la vie culturelle. Donc c'est pas que des idées purement politiques exprimées comme telles, mais c'est aussi un mode de vie. C'est aussi oui, une manière d'être, une manière de voir le monde qui est exposée sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple aux courants masculinistes qui ont remporté beaucoup de victoires ces dernières années, beaucoup de victoires culturelles dans leur vision de la femme qu'ils sont en train d'imposer, qui est donc une vision où la femme serait inférieure à l'homme, dans un monde où l'homme devrait reprendre le pouvoir parce que les femmes auraient le pouvoir, en très gros guillemets. Et donc ça, ces idées-là, on ne les voyait pas du tout avec la même ampleur et le même niveau de diffusion il y a 5-6 ans en France, alors que ça avait déjà pas mal commencé aux États-Unis. Et donc c'est ce type de petites victoires-là qui nous laisse penser qu'il y a vraiment de bonnes raisons de s'inquiéter. Après, ce que eux ils disent dans leur livre, Pop Fascisme, c'est que l'extrême droite a gagné la bataille, mais n'a pas gagné la guerre. Et donc il est encore possible d'inventer de nouveaux imaginaires et de pas laisser tout ce terrain-là à l'extrême droite. Mais encore une fois, pour pouvoir défendre les valeurs démocratiques, pour pouvoir défendre les droits humains, pour pouvoir défendre ce qui nous tient à cœur comme modèle de société, encore faut-il avoir conscience de ce qui se joue. Et d'à quel point il y a des personnes très organisées, et là encore c'est ce que j'ai voulu montrer dans le livre, que ce soit des milliardaires, évidemment comme Vincent Bolloré, qui vraiment ont pour objectif de faire triompher les idées d'extrême droite, tout comme Pierre-Édouard Stérin, mais aussi voilà, certains journalistes, certaines personnalités politiques, et certains youtubeurs, certaines personnalités d'internet, et en fait ça fait beaucoup de monde quand on regarde tout ça. Et il y a une progression voilà, des idées d'extrême droite dans les médias, sur internet et dans les maisons d'édition. Et je terminerai sur le fait qu'on voit une offensive de l'extrême droite également sur les écoles de journalisme. Donc vous êtes en école de journalisme, vous qui m'interviewez, c'est quand même un endroit où on façonne et on enseigne en fait le journalisme aux futurs journalistes, donc ça va forcément avoir de l'impact. Le fait que ça les intéresse doit nous interpeller sur la volonté réelle de mener cette bataille culturelle. Je m'inquiète dans le fait que des milliardaires s'emparent d'écoles de journalisme, dont certains, parce que c'était pas du tout que Vincent Bolloré, mais dont certains qui ont vraiment un agenda politique très clair et à peine dissimulé finalement, c'est la facilité avec laquelle on accepte cette nouvelle. Et on accepte ce fait, au même titre qu'on a accepté le rachat d'une grande partie des maisons d'édition, que cette extrême droite progresse, vraiment grignote petit à petit des endroits clés de définition des grands sujets publics, en fait, que sont les médias. C'est pas que les médias, mais ça reste quand même un endroit très important. Et je pense que ça mérite au moins une très très grosse discussion, en fait, sur la manière dont les écoles de journalisme fonctionnent. Et j'aimerais même dire que ça devrait ouvrir un débat plus large sur la manière dont les journalistes sont formés, au-delà de la question de l'extrême droite, qui est quand même un sujet démocratique majeur. Les questions de journalisme, peut-être que les gens qui vont regarder cette émission seront peut-être principalement des étudiants en journalisme, mais les questions de journalisme, ça n'appartient pas qu'aux journalistes. C'est un enjeu démocratique collectif. Et donc ça doit tous nous interpeller quand il y a des écoles de journalisme qui sont rachetées, et quand on a certaines offensives sur les médias avec des changements de ligne éditoriale quand même assez frappants. Je pense par exemple au rachat du JDD par Vincent Bolloré. C'est impossible d'évaluer avec précision le rôle des médias dans la montée de l'extrême droite. On n'a pas de chiffres clairs là-dessus. C'est évident que ça a un rôle, que ça fait partie de la bataille. Après, je pense que ce serait effectivement un problème que de réduire la montée de l'extrême droite, de réduire cette responsabilité médiatique, évidemment. Par contre, ce que je constate, et qui quand même, là encore, m'interpelle vivement, c'est la politique qui a été menée chez nos voisins belges, en Wallonie et à Bruxelles, dans un pays qui ressemble par plein d'aspects au nôtre, même si bien sûr il y a aussi des différences notables, où dans les années 90, dans ce pays, et vraiment dans l'entièreté du pays d'ailleurs à l'époque, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un cordon sanitaire, c'est-à-dire que dans les médias, l'extrême droite n'avait pas voix au chapitre au même titre que les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parle pas de l'extrême droite, puisqu'il y a des extraits de personnes qui tiennent des idées d'extrême droite, mais c'est toujours contextualisé, c'est toujours expliqué. Et on ne présente pas l'extrême droite comme un parti au même rang que les autres. Et c'est la même règle au Parlement, puisque les députés ne font pas d'alliance avec les personnes d'extrême droite, ne débattent pas avec l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai en Flandre, mais c'est vraiment beaucoup plus présent en Wallonie et à Bruxelles. Et l'extrême droite, il est beaucoup, beaucoup moins forte que chez nous. Enfin, je ne veux pas réduire
ça uniquement à la question médiatique, il y a aussi d'autres facteurs qui sont propres à la Belgique, mais c'est quand même un pays qui nous ressemble beaucoup. On ne parle pas d'un pays qui est à l'autre bout du monde, avec une culture politique qui n'a rien à voir. Donc ça, c'est quand même un indice sur le fait que ça joue un rôle. Et j'irai même plus loin, je reprendrai les travaux du sociologue Vincent Tibéri, qui a écrit un livre qui s'appelle Droitisation de la France, mythes et réalités, dans lequel il reprend toutes les grandes thématiques de la droite et de l'extrême droite, et de comprendre dans quelle mesure ça a infusé dans la société française. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la société française est de droite? Et il montre que sur beaucoup de sujets, elle n'est pas aussi conservatrice que ce qu'on voudrait bien le croire. Et lui, sa grande conclusion, c'est de dire oui, que parfois à des endroits, il y a des progressions d'idées d'extrême droite, mais que globalement, la société française est très résistante aux idées d'extrême droite, et que la droitisation ne vient pas d'en bas, c'est le terme qu'il utilise, mais qu'elle vient plutôt par le haut, c'est-à-dire ce que lui appelle les élites économiques, politiques, culturelles, je ne sais pas s'il utilise le terme culturel, mais en tout cas les personnes qui aussi fabriquent l'information, et il parle des médias là-dedans. Et il rappelle qu'on rabâche parfois des idées d'extrême droite au nom du fait que le peuple, entre très très gros guillemets, penserait comme ça. Lui, par exemple, sa théorie, c'est de dire que c'est le contraire. Et que ça a quand même pu jouer un rôle, et que, entre guillemets, heureusement heureusement, pas de guillemets, que les citoyens français, ils sont quand même plutôt résistants, et qu'on conserve en fait des valeurs de tolérance assez fortes, et que ça a même progressé énormément sur plein de sujets. Je pense par exemple aux luttes pour les droits de la communauté LGBTQIA+, qui a clairement qui fait face à de plus en plus de tolérance au fil des années. Je sais pas si je ressens une augmentation des difficultés, parce que je pense qu'il y en a clairement qui sont réduites, notamment le harcèlement sexuel dans les rédactions. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses où on avance. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose d'être une femme et d'être un homme dans le métier de journaliste, comme je pense d'ailleurs dans la quasi-totalité des professions. Mais c'est vrai que c'est particulièrement marqué parce qu'on exerce un métier dans l'audiovisuel, souvent on incarne des sujets, et donc on est exposée en tant que femme, perçue en tant que femme, et ça a effectivement des conséquences que moi je trouve là où c'est le plus frappant, c'est vraiment sur le cyberharcèlement, qui est le grand sujet aujourd'hui à mes yeux, qui n'est pas du tout traité. C'est-à-dire qu'on se prend de plus en plus conscience de ce qui a pu se passer dans des rédactions ou des violences qui ont été faites aux femmes, mais le cyberharcèlement reste quand même une violence à laquelle on est exposé, qui ne relève pas forcément de notre rédaction, enfin la plupart du temps pas du tout, et qui juste vient du public, qui est misogyne par bien des aspects, et une partie du public, évidemment pas tout le monde, mais c'est vraiment frappant de voir à quel point on peut se faire... En fait, il y a une espèce de présomption d'incompétence. On va beaucoup plus facilement remettre en cause nos compétences. Je ne dis pas que pour moi en tant que journaliste, parce qu'on pourrait se dire bon, je suis juste pas compétente, c'est pour ça que je crois ça. Je l'ai vu chez mes invités, quand j'invite des femmes et quand j'invite des hommes sur mon plateau, ils ne sont pas traités de la même manière dans les commentaires. Et quand j'ai eu des commentaires qui remettaient assez violemment en cause les compétences d'une femme prix Nobel d'économie, en économie, je me suis dit bon, ok, il y a réellement du sexisme, je peux l'observer. Au-delà de ma perception des choses, c'est quelque chose qui est très documenté par des chiffres de plusieurs associations, de plusieurs organisations qui ont mesuré ça, qui nous montrent qu'une femme est 27 fois plus harcelée, une étude européenne notamment qui nous montre qu'une femme est 27 fois plus harcelée qu'un homme de manière générale sur les réseaux sociaux, que 73% des femmes journalistes ont été victimes de cyberharcèlement, qu'un tiers d'entre elles ont pensé à arrêter leur carrière à cause de ce cyberharcèlement, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est un vrai sujet, et que malheureusement surtout on n'a pas de progression sur ce côté-là. Moi c'est plus ça qui m'interpelle, c'est que je vois pas de réaction des pouvoirs publics massive, je vois pas de prise de conscience, je vois des femmes journalistes, et pas que journalistes d'ailleurs, globalement les femmes sur internet qui sont jetées en pâture, avec une cyberviolence qui pour le coup, dans mon cas, augmente peut-être aussi en fonction de mon exposition, mais qui est de plus en plus importante, et qui est de plus en plus incontrôlable. On est très très seul en fait face à ces cyberviolences qui sont la remise en cause de nos compétences évidemment, la critique en permanence de tout ce qu'on dit, quoi qu'on fasse, dans des proportions énormes, mais aussi les insultes, les menaces de viol, les menaces de mort, les détournements de notre visage sur des contenus pornographiques à l'aide de l'intelligence artificielle, donc la diffusion de fausses images pornographiques. Tout ça fait quand même beaucoup, et je rajouterai un petit bonus sur le signalement de nos comptes de réseaux sociaux, pour qu'ils soient tellement signalés qu'ils sautent en fait à cause des algorithmes, notamment sur Instagram. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal. Il n'y a pas que les femmes qui y sont soumises, les hommes aussi, mais c'est vrai que nous, ça prend quand même des proportions très importantes. Et je rajouterais, puisqu'on parle quand même d'extrême droite, avec un petit bonus extrême droite. Je pense que vraiment
les idéologies politiques peuvent cyberharceler. Il n'y a pas de camp qui ferait pas ça. Mais il y a vraiment des proportions, en tout cas moi que j'ai jamais connues, qui sont avec l'extrême droite, surtout qui est très très organisée. Je revendique pas du tout, je revendique pas du tout du militantisme, parce que c'est pas mon métier. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le militantisme a des aspects très nobles, et que si je peux être là aujourd'hui et parler, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont milité avant moi pour qu'on puisse avoir le droit de vote, qu'on puisse avoir un compte en banque, qu'on puisse avoir le droit à l'avortement, qu'on puisse avoir tous les droits qui ont permis qu'on puisse être de plus en plus considérés au même titre que les hommes. Donc moi je remercie beaucoup de militants en fait qui ont aussi permis qu'on puisse avoir de meilleures conditions de vie en tant que, enfin, sur des scandales sanitaires, sur l'écologie. Donc c'est pas une mauvaise chose, simplement moi ce n'est pas mon métier. C'est pas ce que je fais. J'appelle pas à signer des pétitions, j'ai pas des modes d'action prévus pour faire passer telle loi, c'est juste, encore une fois, c'est pas ce que je fais. J'appelle pas à manifester, je ne travaille pas pour des associations, à la limite, grand maximum des associations pour la liberté de la presse, mais on sait quand même vraiment dans le domaine du journalisme. Et c'est tout, en fait. Donc moi, la seule chose que je fais, c'est que je traite de certains sujets en produisant des contenus journalistiques, en respectant la charte de Munich, en tout cas en l'ayant voilà, comme boussole, en utilisant une méthodologie journalistique. J'ai même un ton qui est hyper journalistique. Quand on regarde mes vidéos sur Blast, c'est assez classique en réalité ce que je fais. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui le terme de militant a été dévoyé et que c'est utilisé pour décrédibiliser la parole des journalistes. D'ailleurs, je tiens à rappeler que par exemple Patrick Cohen, quand il était face à Éric Ciotti, a été massivement qualifié de journaliste militant d'extrême gauche. Ce que je pense n'est vraiment pas. Et c'est parce que c'est comme ça que c'est utilisé aujourd'hui. Donc je serai militante. Je pense, si je suis considérée comme engagée ou militante, je pense que je ne le suis absolument pas plus que d'autres journalistes, quelle que soit leur profession, enfin quelles que soient leurs idées politiques ou leurs médias, parce qu'on n'est jamais neutre et qu'on véhicule toujours avec nous une vision du monde. Donc moi, ma bataille, c'est pas tant de dire je suis neutre, mais que de dire voici les sources, voici comment je raisonne, voilà quelle est mon histoire. C'est pour ça que je parle un peu de moi, pour que les gens sachent avec le plus de transparence possible quelle est ma démarche. Et aussi, voilà, j'essaie de reconnaître au maximum des erreurs quand j'en fais, ce qui peut paraître très anodin dit comme ça, mais qui n'est pas toujours le cas dans les médias. Donc moi, je reconnais, voilà, je revendique une honnêteté journalistique, une sensibilité aussi à certaines causes et certains mots MAUX de ce monde qui me touchent, mais un professionnalisme que j'essaie d'avoir. Je tiens à dire que même les médias qui ont fustigé mon livre, qui n'ont pas du tout aimé, parce que c'est souvent ceux qui me traitent de militante, je tiens à dire que c'est quand même des médias très conservateurs, voire d'extrême droite, même eux ont reconnu que le livre était très sourcé donc, et que c'était documenté. Donc moi, tant qu'on me trouve, enfin, tant que c'est ça, ça me va en fait. Ça veut absolument rien dire, mais je le dis à chaque intervention. Il ne faut pas dire les jeunes, c'est vraiment. Après, on peut le faire par effet de langage, parce qu'on veut désigner justement une tranche d'âge, mais ça n'a aucun sens sociologique, effectivement. Il n'y a pas des jeunesses, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses qui recoupent à chaque fois des réalités socio-économiques, territoriales, enfin très très différentes en fonction de plein de choses. Et c'est ce que j'ai essayé, c'est cette complexité-là, en fait, que j'ai essayé de montrer dans Sois jeune, tais-toi, en m'appuyant sur les travaux sociologiques, en m'appuyant sur le travail de terrain, les interviews, pour montrer ce que vivaient vraiment les jeunes dans leur diversité, parce que certes, il y a plein de choses qui différencient les jeunes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui les rassemblent, notamment leur âge, en fait, le fait qu'ils vivent dans une époque donnée. Et donc on peut venir enfin, on peut être le fils de Bernard Arnault et on peut être une personne au fin fond de l'Ardèche, je prends ça parce que c'est mon département d'origine, dans un, je sais pas, dans un milieu pauvre. Eh bien on a ça en commun, qu'on vit dans une époque où le réchauffement climatique est très inquiétant. Et qu'on doit faire face à des enjeux politiques, géopolitiques et économiques, au sens politique du terme, au sens large, qui concernent tout le monde en réalité, puisque c'est l'avenir de notre société. Donc il y a quand même plein de points communs. Après, par exemple, si tous les jeunes ne sont pas en situation de précarité, il y en a effectivement qui vont très très bien, et je leur donne la parole dans le livre, hein, qui eux, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a une très grande partie des jeunes qui est précaire, et cette partie des jeunes est bien supérieure en nombre aux personnes plus âgées. C'est-à-dire qu'il y a les premiers pauvres en France, ce sont les jeunes. Donc je pense que la grille de lecture de la génération ne doit pas être la seule grille de lecture, surtout pas, ça n'a aucun sens sociologique et politique, mais c'est une des grilles de lecture. Et donc par exemple, quand on est né en 1960,
on va subir 7 fois moins de vagues de chaleur au cours de sa vie qu'une personne qui est née en 2020. Donc là, il y a quand même un effet générationnel important. Donc dans le livre, j'avais juste envie de montrer voilà, les différents enjeux générationnels auxquels on devait faire face. Et il y a beaucoup de personnes, oui, de jeunes, qui sont, je pense, reconnus là-dedans. Déjà, moi j'essaie de plus en plus de parler de santé mentale parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Il y a quand même encore des articles qui nous disent que c'est une mode, que ce serait une espèce d'effet, une espèce de coquetterie quoi, de parler de santé mentale. C'est fondamental, vraiment, on a besoin absolument de mettre ce sujet au centre du débat public. Ça ne l'est pas assez, le tabou n'est pas tombé. Je tiens quand même à rappeler que si dans votre espace professionnel ou même avec vos proches, vous vous cassez les deux jambes, on va avoir une compassion quand même très importante pour vous et on ne va absolument pas remettre en cause votre responsabilité dans votre souffrance ou votre souffrance même. Si vous dites que vous faites une dépression et que vous êtes diagnostiqué comme tel, ça va être beaucoup plus compliqué encore aujourd'hui. Donc je pense que déjà en parler médiatiquement et en parler autour de soi de cette thématique-là. Je pense qu'il y a encore un tabou à faire sauter, notamment aussi, on doit souligner le fait que les jeunes sont plus touchés que le reste de la population et qu'il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes qui existait déjà quand j'ai commencé l'enquête sur le livre, donc il y a déjà 4 ans maintenant, en période de Covid, et qui continue aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que ça ne s'est pas amélioré depuis le Covid, et on continue aujourd'hui à avoir, par exemple, un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs, c'est pour ça que je voulais parler de la dépression. Il y a également de plus en plus de jeunes qui sont touchés par des troubles anxieux généralisés pour certains. On constate vraiment une augmentation sans appel des idées suicidaires chez les plus jeunes. Des tentatives de suicide également pour l'année 2022, enfin, c'est la dernière sur laquelle on a les chiffres. Donc tout ça doit quand même nous interpeller. Et face à ça, en tant que jeune, soit, pour moi, il y a vraiment 2 catégories. Soit on a des troubles, c'est-à-dire qu'on a vraiment des difficultés soi-même, et je pense que là, il faut absolument se faire aider, absolument aller chercher de l'aide auprès de ses proches, aller chercher de l'aide médicale, aller vraiment le prendre avec le plus grand des sérieux et essayer de ne pas se sentir coupable, ou parce que ça peut arriver absolument à n'importe qui. Et ce que je voulais montrer, c'est que ça arrive à énormément de jeunes, donc c'est bien qu'il y a des causes structurelles. Et ensuite, peut-être si on n'est pas à ce niveau-là, de manière générale, je pense que ça fait jamais de mal d'aller consulter un psychologue ou une thérapie, enfin de faire une thérapie ou d'aller essayer de traiter des maux MAX qu'on peut avoir. Mais moi, je vois une réponse dans l'engagement. Et c'est une réponse très personnelle que je fais là, mais je pense que de s'engager pour les causes qui nous inquiètent notamment peuvent être une grande source de bonheur et de joie et de réponse à l'anxiété ou l'inquiétude qu'on peut ressentir. Parce qu'en fait, le pire, en tout cas c'est moi ma vision des choses, mais c'est de rester chez soi en étant hyper inquiet et en regardant le monde brûler. Alors que si on s'implique là-dedans, on va pas résoudre tout seul tous les problèmes, mais déjà on se dira qu'on est au moins en train de faire ce qu'on peut. Et on va rencontrer souvent des personnes, notamment dans le domaine associatif, ou dans le militantisme, ou dans mon cas, dans les médias. On va rencontrer des personnes qui partagent la même inquiétude que nous, et qui ont envie aussi de trouver des solutions. Et il peut, je trouve, y avoir une forme d'émulation qui fait qu'on va beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, moi je pense que vraiment cet engagement-là, en plus d'être salutaire pour nous toutes et tous, il permet de mieux faire face à titre personnel aux catastrophes de notre époque.